monsieur, bonsoir, très heureuse de vous retrouver ce soir. N'oubliez pas que vous pouvez nous aider avec quelques gestes simples. Pensez donc à cliquer sur le pouce en l'air et puis n'hésitez pas non plus à nous écrire dans les commentaires. Nous commençons ce journal avec la valse de Matignon. À peine François Bayrou démis, Sébastien Lecornu arrive, un nouveau Premier ministre qui s'annonce comme un clone d'Emmanuel Macron, sourd face à la colère populaire et avide d'affrontements directs avec la Russie. Nous évoquerons également le cours de l'or qui grimpe alors que les monnaies suscitent inquiétude et même parfois défiance. Et puis nous reviendrons pour terminer sur la frappe israélienne au Qatar, une initiative de Netanyahou qui hypothèque l'avenir des otages et ne plaît guère à Donald Trump. Lecornu après Bayrou. Quelques heures après sa démission, le Béarnais a dû transmettre les clés de Matignon au protégé d'Emmanuel Macron qui logeait jusqu'ici au ministère des Armées. Un double message clair est donc à percevoir. Plus de Macron et plus de guerre. Le point tout de suite. C'est l'overdose d'Emmanuel Macron. Après 9 mois d'un hôtel de Matignon occupé par François Bayrou, le président de la République n'aura mis que quelques heures pour décider d'envoyer l'un de ses plus fidèles alliés au poste de Premier ministre. Sébastien Lecornu, 39 ans, soutien de la première heure du macronisme, arrive donc à la tête du 3e gouvernement à reconstituer en à peine plus d'un an. Issu des rangs que l'on appelait naguère de la droite, Sébastien Lecornu a notamment travaillé étroitement avec un autre transfuge brillant, Bruno Le Maire. Discret, ce proche du président aura testé un grand nombre de postes autour du pouvoir depuis 2017, de la transition écologique aux collectivités territoriales. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il est propulsé parmi les animateurs, d'aucuns diraient les fossoyeurs, des grands débats organisés pour calmer les gilets jaunes. Pas étonnant qu'Emmanuel Macron le sorte à présent de sa besace alors que les mouvements du 10 septembre agitent le pays. Mais le profil du nouveau Premier ministre n'aura pas calmé les ardeurs, au contraire. Entre une casquette usurpée de droite et sa proximité avec le président, cette arrivée à Matignon est perçue comme un nouveau signe de surdité perverse du chef de l'État. En réalité, ce dernier voulant éviter la dissolution qui aggraverait sa situation politique, il n'avait pas énormément de possibilités. À son arrivée à Matignon, Sébastien Lecornu a donc voulu rassurer sa caste. Il n'y a pas de chemin impossible. Il faut qu'on arrive à mettre fin, au fond, à ce double décalage. Le décalage entre la situation politique et le décalage avec ce qu'attendent légitimement nos concitoyennes et nos concitoyens pour leur vie quotidienne, pour la situation économique et sociale, leur sécurité, bref, ce pourquoi, évidemment, nous sommes missionnés. Et ce décalage entre la vie politique du pays et la vie réelle devient préoccupante, et pas que pour celles et ceux qui gouvernent, pardonnez-moi, mais pour l'ensemble de la classe politique dans son intégralité. Sébastien Lecornu est donc d'ores et déjà soucieux d'améliorer les choses pour ses semblables. Pas étonnant qu'il peine déjà à convaincre les Français, mobilisés ce 10 septembre. Mettre un ministère des Armées à la tête du gouvernement, ça peut nous faire rigoler. C'est attention, on va sortir les armes. Bon, après, peu importe lui ou un autre, je vous dirais, vous pourrez mettre qui vous voulez, la situation des travailleurs restera la même. Donc tant qu'il n'y aura pas un gros mouvement de population, tant que le peuple ne se réveillera pas, peu importe les gouvernements, nous on crèvera toujours la dalle, quoi. Je suis venu pour manifester et bloquer contre Macron et son monde, en fait, tout simplement, puisque même s'il a fait sauter Bayrou, il nous a mis Lecornu hier. Et c'est Macron qui continue à faire du Macron, donc on veut plus de pouvoir d'achat, de la justice sociale, de la justice fiscale. Et on veut aussi plus de démocratie. Ce serait bien que ce soit respecté un peu dans ce pays. Je m'inquiète pour l'avenir de mes petits-enfants. Il n'y a plus rien qui fonctionne en France. On est perdu. C'est un mouvement spontané venu des citoyens, du peuple, donc il est tout à fait légitime. Et puis on a beaucoup de raisons d'être mécontent, d'être en colère. Et je pense que c'est un moyen d'action. Il y en a sans doute d'autres, mais bon. C'est un moyen d'action et je le soutiens moralement. Si on ne manifeste pas ces désaccords, on n'arrive à rien, quoi. Oh ben attendez, la vie elle est de plus en plus difficile matériellement. C'est vrai qu'il y a... Vous vous rendez compte le nombre d'enfants qui sont à la rue avec leur maman.
les petites retraites quand il faut vivre avec 900 € par mois. Alors on parle des retraités, les nantis, mais c'est loin d'être le cas. Voilà, les salaires qui n'évoluent pas. Vraiment le peuple est maltraité, ça c'est clair. Et par contre, alors là, les financiers, ils s'en mettent plein les poches. C'est un ensemble de choses, notamment les jours fériés qu'on veut supprimer. Les retraites, on tape toujours sur les classes moyennes, donc évidemment les retraités, on les prend pour des entre guillemets privilégiés, donc voilà quoi. Bon, je suis pour, mais je suis contre s'il faut bloquer par exemple les transports en commun, parce que les gens qui doivent se rendre au travail, c'est eux qui sont toujours les victimes, et ça c'est pas normal. Alors que l'on manifeste auprès des politiques, je veux bien, mais pas au niveau des usagers qui eux n'y sont pour rien. Et c'est toujours eux qui en font les frais. Des revendications souvent légitimes qui seront sans surprise passées sous silence grâce aux violences et actions illégales qui auront été savamment orchestrées par l'extrême gauche pour le plus grand plaisir de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, fier de son point sécurité du milieu de matinée. À chaque fois qu'il y a une tentative, soit de blocage ou de faits de violence, de faits délictuels, alors nos forces de sécurité intérieure ont une consigne, c'est d'intervenir, c'est d'être rapide, d'être agile. Et au moment où je vous parle, nous avons eu près de 200 interpellations avec une cinquantaine d'actions de déblocage qui concernent aussi bien des rocades, des voies, qui concernent de dépôts, trams, bus, etc., sur l'ensemble du territoire. Grâce à cette récupération de l'extrême gauche du mouvement du 10 septembre, qu'aucun parti politique n'a véritablement cherché à empêcher, le parti de l'ordre, le parti au pouvoir, peut donc se rengorger de sa stratégie. En laissant pourrir certaines actions nécessitant l'intervention des forces de l'ordre au vu des Français, la classe dirigeante use et abuse de son monopole de la violence légitime et décrédibilise systématiquement la colère sociale. Une stratégie ficelée et éculée dont le paroxysme avait déjà été atteint au moment des Gilets jaunes, lesquels ont vu leurs diverses revendications, certes souvent confuses, reléguées au rang des incantations de rond-point. Une opération qui n'aurait pu être réalisée sans l'action de l'extrême gauche, donc qui sert d'allié au pouvoir, comme les dernières élections législatives l'ont démontré. Il n'en reste pas moins que de plus en plus de Français sont lucides et ils voient la manipulation en cours. En effet, si les mobilisations sont cornaquées par l'extrême gauche, les revendications n'en sont pas pour autant moins légitimes et une large part des participants sincères. Mais pas de quoi émouvoir Emmanuel Macron qui devrait poursuivre avec plaisir sa feuille de route de démantèlement du pays. À ce titre, Sébastien Lecornu, ancien ministre des Armées, pourrait être un partenaire de choc pour entraîner la France encore davantage vers la guerre en Ukraine. Une obsession macronienne qui pourrait calquer avec les intentions de Donald Trump de définitivement se débarrasser du dossier. L'Union européenne pourrait ainsi s'y ruer pour se suicider définitivement. Le président français en figure de proue. L'or de plus en plus précieux, le métal jaune a encore atteint des sommets alors que la crise l'érige en véritable valeur refuge. Le point de Renaud de Bourleuf. La ruée vers l'or. En temps de crise, le métal précieux brille tel une valeur refuge. Mardi 9 septembre, le cours de l'or a atteint la valeur de 100 365 € le kilogramme, une première dans l'histoire. Déjà en 2024, la hausse était visible, le cours de l'or avait augmenté de 34% en moyenne, une performance inédite depuis 2010, et la tendance n'en finit pas d'accélérer. Pour l'économiste Philippe Murer, la montée du cours de l'or est liée à une crise monétaire. Les monnaies comme le dollar, l'euro, les grandes monnaies, personne n'y a plus confiance. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les banques centrales qui ont émis énormément de monnaie, ce qui fait que ces monnaies baissent par rapport à l'or. Donc c'est une forme de crise monétaire qui est en train en fait d'apparaître avec cette hausse de l'or. Le contexte géopolitique joue, et notamment le fait qu'il y a une bataille pour savoir quelle sera la monnaie de réserve mondiale à l'avenir. Est-ce que ça restera le dollar ou ça sera le yuan ou une autre monnaie ? Et la banque centrale, le pays qui possède le plus d'or, en fait, aura les clés de la nouvelle monnaie mondiale qui s'imposera au niveau mondial. Et donc, il y a une course. La Chine, par exemple, la Russie, l'Inde, beaucoup de pays achètent de l'or. Les banques centrales achètent de l'or pour en détenir le plus possible et pouvoir imposer une monnaie mondiale par la suite. Et d'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui,
il y a plus de réserves des banques centrales en or que de réserves des banques centrales en bons du Trésor américain. On voit le changement de monde à laquelle on assiste. Un changement de monde dans lequel de nombreux investisseurs voient une référence plus sûre que la monnaie basée sur du virtuel, à l'instar de l'euro numérique. L'or, c'est un moyen d'échapper aux monnaies numériques qui voudraient nous traquer. C'est aussi un moyen d'échapper à l'inflation. Parce que c'est que pour les investisseurs internationaux, en fait, la seule manière de rembourser les dettes gigantesques des grands pays occidentaux, et même des pays comme la Chine, qui sont très endettés, ça sera par l'inflation. Et donc l'or est un très bon instrument pour se préserver de l'inflation, d'où le fait que de plus en plus d'investisseurs achètent de l'or. Les ménages misent aussi sur l'or pour préserver leur épargne. Déjà en 2019, un sondage Opinionway affirmait que 73% des Français considèrent le métal jaune comme une valeur refuge vers laquelle se tourner en période de crise. L'or était même la 4e solution d'épargne privilégiée des Français, juste derrière l'investissement dans la pierre, l'assurance vie et le dépôt d'argent sur un compte bancaire. Le Covid a accéléré la tendance. En 2022, le comptoir national de l'or a recensé sur les 4 premiers mois de l'année une augmentation des achats d'or de 78% en comparaison avec 2021. Au cours des 2 premiers trimestres de 2025, la demande d'investissement a atteint 43% du total, dépassant celle des bijoux qui a chuté à 33%. L'or aurait pour particularité d'être une valeur refuge protégée des aléas d'un placement en bourse. C'est une sécurité parce que face à une politique économique qui n'a plus beaucoup de sens, qui nous emmène dans le mur, les Français, une partie des Français achètent de l'or et ils ont tout à fait raison puisque dans toutes les grandes crises, l'or a permis de compenser les pertes sur les autres instruments financiers pour les gens qui avaient un peu de patrimoine. Pendant que le gouvernement est incapable d'adopter un budget, les Français conservent leur patrimoine. Arrêtera Benjamin Netanyahou. Mardi, Tel Aviv a franchi une nouvelle étape dans sa guerre régionale en bombardant un bâtiment en plein dans la capitale qatari. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Israël frappe tous azimuts. Après le Liban, la Syrie, le Yémen et l'Iran, c'est à un autre État souverain d'être visé, le Qatar. La capitale, Doha, a été la cible de frappe mardi sur un bâtiment où se réunissaient des responsables du Hamas, faisant 6 morts, dont le fils de Khalil al-Hayya, un haut dirigeant du mouvement et un membre des forces de sécurité qatari. Cette attaque est cependant inédite dans les guerres que mène Israël, car si les 4 précédents États ciblés étaient tous liés à l'axe de la résistance, le Qatar, lui, dispose d'une base américaine sur son propre sol, celle d'Al-Udeid. Cette attaque revendiquée par Israël intervient 23 mois après l'assaut du Hamas du 7 octobre 2023 et s'inscrit dans la stratégie de Benjamin Netanyahou de poursuivre la guerre contre le Hamas et de montrer à ses voisins que quiconque conteste sa volonté hégémonique risque d'être rattrapé par la guerre. L'opération, baptisée Sommet du Feu, a mobilisé 15 avions de combat et des drones visant à décimer la direction du Hamas, mais aucun négociateur clé n'aurait été tué selon le mouvement. Cette frappe a cependant très certainement rempli son rôle premier, pulvériser les espoirs de cesser le feu à Gaza, alors que les dirigeants du Hamas discutaient de la proposition de trêve de Donald Trump prévoyant la libération des otages israéliens. Le Qatar, médiateur clé dans ces négociations, a condamné une attaque lâche et suspendu sa médiation tout en se réservant le droit de riposter, ce qu'il ne fera évidemment pas directement. L'attaque a été largement dénoncée dans le monde entier, tandis que Donald Trump, apparemment embarrassé, a qualifié l'opération d'incident regrettable, affirmant n'avoir été informé qu'au dernier moment. Cette confusion pourrait révéler des tensions entre Washington et son allié israélien, qui assume pleinement l'attaque qui aurait été décidée après un attentat du Hamas à Jérusalem-Est. L'attaque pourrait aussi répondre à des opérations de déstabilisation directes ou indirectes des Qataris, dont le grand public n'aurait pas la connaissance, mais cela ne peut qu'être envisagé comme des hypothèses. En Israël, si les soutiens de Netanyahou saluent l'opération, les familles des otages, dont une vingtaine seraient en vie à Gaza, craignent des représailles du Hamas. La frappe compromet par ailleurs les efforts diplomatiques de Donald Trump pour normaliser les relations entre Israël et les pays arabes, tandis que le Qatar voit sa position de médiateur affaiblie et pourrait être désormais dans des dispositions discrètement hostiles. Avec un bilan de 64 000 morts à Gaza depuis octobre 2023, l'escalade militaire israélienne pourrait isoler l'État hébreu, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait aujourd'hui en urgence pour examiner cette crise. Les perspectives de paix s'éloignent, laissant craindre une déstabilisation régionale accrue.
L'impunité totale dont bénéficie Israël grâce au soutien des États-Unis et à la faiblesse des États occidentaux et des nations arabes peut laisser penser que les guerres d'Israël dans la région sont parties pour durer. Et on passe à présent à l'actualité en bref en France. General Electric, éternel symbole de la nuisance d'Emmanuel Macron. Jeudi dernier, le groupe industriel américain a annoncé la suppression de 600 postes en Europe, dont 149 en France. L'usine de turbines à gaz de Belfort serait particulièrement touchée, de même que les sites de Saint-Herblain et Montoir-sur-Mer. Rappelons qu'en 2014, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, a autorisé l'achat de la branche énergie d'Alstom par l'entreprise américaine General Electric. Plus tôt, l'entreprise avait promis au gouvernement de créer environ 1 millier d'emplois en France d'ici fin 2018. Une promesse très vite violée, les premières suppressions d'emplois ont commencé dès 2016. La collusion entre Emmanuel Macron et General Electric, encore mystérieuse, n'aura entraîné que des perdants en France, certains ayant perdu plus que leur travail. À la faculté, mais il est très, selon l'OCDE, certains adultes diplômés de l'université française n'ont pas les compétences à l'écrit d'un enfant de 10 ans. Seuls 34% des étudiants décrochent leur licence dans les 3 années prévues, 46% avec un redoublement, loin de la moyenne des pays de l'OCDE estimée à 59%. 5% des diplômés du supérieur présenteraient un niveau de français jugé très faible, laissant entendre qu'un sésame universitaire ne garantissait plus la maîtrise élémentaire de l'écrit. L'OCDE note également que les sciences humaines sont un parcours toujours aussi plébiscité, alors qu'il est celui débouchant sur le plus grand taux de chômage. La carte vitale que le monde entier nous envierait peut être aussi un cauchemar administratif. À 77 ans, Aline Riffel, habitant de Truchtersheim dans le Bas-Rhin, est considérée comme morte par l'administration et sa carte vitale ainsi que sa pension de retraite sont bloquées depuis juillet. Pour prouver qu'elle est en vie, elle a fourni un certificat de vie signé par le maire, mais cela n'a pas suffi à rétablir la situation. Cette erreur serait liée au décès de son oncle, dont elle était la tutrice, et à une confusion avec son propre certificat de décès. La septuagénaire, désemparée, insiste sur l'urgence de récupérer sa carte vitale pour se soigner. Cette situation kafkaïenne illustre qu'il vaut parfois mieux être sans papier si l'on veut se voir dispenser des soins en France. Et continuons avec l'actualité internationale. Le ton monte entre la Pologne et la Russie. Varsovie a annoncé ce mercredi avoir mobilisé son aviation pour frapper des objets hostiles, comprendre des drones qui volaient vers l'Ukraine. D'autres commentateurs considèrent que les drones concernés se sont en réalité écrasés tout seuls. Le gouvernement polonais explique toutefois avoir subi des violations répétées de son espace aérien par la Russie. Les frappes de Varsovie, membre de l'OTAN, constituent une première depuis le début de la guerre ouverte en Ukraine. Sans surprise, les néoconservateurs de tout poil veulent que les événements soient perçus comme une agression russe contre l'Alliance. Une nouvelle montée en tension qui pourrait être un signal faible d'un revirement de la situation autour de la guerre en Ukraine et notamment de la volonté de Donald Trump d'arriver à la paix. Ursula von der Leyen en a profité pour déclarer que l'Union européenne défendrait chaque centimètre carré de son territoire. La malbouffe tue davantage que la faim. L'UNICEF a lancé une alerte mardi indiquant que l'obésité dépassait désormais le fléau de la sous-nutrition chez les enfants et adolescents de la planète. Résultat, 188 millions d'enfants en âge scolaire seraient obèses, soit 9,4% de cette population, contre 9,2% en insuffisance pondérale. Aux États-Unis, un enfant sur 5 serait obèse, tandis que 27% des jeunes Chiliens seraient concernés par cette surcharge pondérale. Les tristes records sont atteints dans les îles du Pacifique, à Niue et aux îles Cook, avec respectivement 38% et 37% des 5-19 ans concernés. Plus d'un tiers donc. Pour l'agence, la publicité ciblant les plus jeunes et l'essor des aliments ultra transformés en sont les principales responsables. L'UNICEF considère ces résultats comme un échec de la société et écarte, sans doute un peu rapidement, la responsabilité des parents. De même, l'agence tord le cou à ce qu'elle nomme le mythe du sport, estimant qu'il est de toute façon impossible d'échapper aux conséquences de la malbouffe, même avec de l'activité physique, ce qui est tout à fait contestable. Donald Trump va-t-il se blanchir de l'affaire Epstein ? Lundi, une lettre aux tonalités salaces à l'attention de Jeffrey Epstein datant de 2003 et attribuée à Donald Trump a été rendue publique par les démocrates lors d'une commission de la Chambre des représentants. Mais le lendemain mardi, le président des États-Unis a affirmé qu'il ne s'agissait pas de sa signature. Il a officiellement déclaré être prêt au recours et à des experts en écriture pour en juger.
Le Népal est plongé dans une crise violente depuis le 4 septembre après l'interdiction de 26 réseaux sociaux perçus comme une censure pour étouffer les critiques contre la corruption des élites au pouvoir. À Katmandou, des manifestations principalement menées par des jeunes ont dégénéré lundi et la police a ouvert le feu causant 19 morts. Mardi, des centaines de protestataires ont incendié le Parlement et le domicile du Premier ministre K.P. Sharma Oli qui a démissionné face à la pression. Malgré un couvre-feu, les attaques contre des bâtiments publics se poursuivent. L'ONU et l'Inde appellent au calme et au dialogue, tandis que Balendra Shah, maire populaire de Katmandou, exhorte la jeunesse à prendre les rênes du pays pour une résolution pacifique. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Perles de culture. Anne Brassier reçoit l'avocat Alain Pascal pour son ouvrage « L'intelligence du christianisme ». Demain, jeudi, dès 7h, un nouveau numéro d'Open Box TV. Alain Juillet et Claude Médori reçoivent Kader Abderrahim, directeur de recherche à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, pour explorer la relation complexe entre la France et le Maroc. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain avec Olivier Frère Jacques. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.